Salut à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Je C'était Podcast, un numéro spécial Roland Garros, comme je vous en ai déjà proposé une dizaine depuis le début du tournoi. Alors malheureusement, je ne suis plus dans les allées de Roland Garros, vous n'entendrez plus l'ambiance des applaudissements sur le court numéro 7 ou le court numéro 9 là-bas derrière, parce que je suis rentrée en Belgique. Malheureusement, mon accréditation prenait fin après les huitièmes de finale, donc c'est un peu déprimant, je vous l'avoue, d'avoir dû tout quitter après avoir travaillé 15 jours intensément sur place. Mais voilà, c'est comme ça, c'est déjà super d'avoir pu vous proposer un tas de podcasts, un tas d'interviews quand j'étais sur place. Et je vais évidemment continuer à vous faire vivre ce tournoi jusqu'à dimanche. Je retrouverai Philippe également en fin de tournoi pour faire le bilan. Il y aura cette émission spéciale pour les abonnés premium de Je C'était Podcast et qui peuvent poser toutes leurs questions sur le tournoi, qui en fait un numéro collector à chaque fois après chaque grand chelem. Donc si vous voulez nous rejoindre, il vous suffit d'aller sur Supporting Cast et vous aurez accès à des numéros, 12 numéros spéciaux par an, les 4 numéros post-grand chelem et puis quelques concours exclusifs comme celui que j'ai organisé ici depuis lundi pour gagner 2 places pour aller voir la demi-finale homme de Roland Garros, une des 2 demi-finales. Le tirage au sort aura lieu d'ici une petite heure. Mais donc voilà, c'est ça de faire partie de la communauté premium de Je C'était Podcast et puis vous soutenez évidemment par-dessus tout mon travail au quotidien, ce qui me permet de continuer à me développer. Alors dans ce numéro, eh bien, on va faire le point sur cette deuxième semaine à Roland Garros, alors que les demi-finales commencent ce jeudi, les demi-finales dames, parce que ce soir, eh bien, on connaît le nom des 8 demi-finalistes de ce Roland Garros 2026, ce Roland Garros complètement fou, celui de toutes les surprises, celui dont personne n'aurait pu prédire le déroulement. Il n'y a plus de vainqueur en grand chelem dans les tableaux ni féminins ni masculins. Ça veut dire qu'on aura, quoi qu'il en soit, un vainqueur inédit samedi et dimanche. Donc ce sera magnifique. Et dans la salle de presse, eh bien, les journalistes ont qualifié ce Roland Garros de chaos. C'est vrai que ça porte bien son nom. Il y a eu des surprises dans tous les sens, depuis l'annonce du forfait de Carlos Alcaraz jusqu'à l'élimination de Yannick Sinner. Et puis aujourd'hui, nouveau tremblement de terre sur la terre battue parisienne. Aryna Sabalenka a été éliminée à la surprise générale en quart de finale par Diana Schneider, 23e mondiale, dans un match au scénario complètement fou parce que Sabalenka avait tout en main pour s'imposer. Elle menait 6-3, 4-1, double break. Elle a servi pour le match à 5-4 et là, d'un coup, elle s'est littéralement effondrée. Elle a perdu 10 jeux consécutivement pour s'incliner 3-6, 7-5, 6-0. Pendant 40 minutes, Aryna Sabalenka n'a été que l'ombre d'elle-même sur le court Philippe Chatrier. Plus une balle dans le terrain, un trou noir mental, même si Diana Schneider a extrêmement bien géré les choses et a très très bien joué au moment où elle le devait. Mais on va d'abord écouter la réaction justement d'Aryna Sabalenka qui est venue en conférence de presse dépitée par la tournure des événements dans ce quart de finale. No thoughts, no emotions. Just want to quit tennis right now, but we'll see. We'll see in a few days. Hopefully I'll get back on track mentally. I feel like I had very decent opportunities in the second set. I screw up and then she stepped in and she played great, and I feel like mentally I couldn't really recover after her second set, and I think that was the biggest mistake from me. Yeah, I don't know when was the last time that happened to me that I lost 10 games in a row, but I don't know, I guess mentally I got into a very deep, dark hole over there and I just couldn't get back mentally on track. I don't know, I really feel great on clay, I feel great on grass. I think just, I don't know, maybe I'm focusing too much that I never won a slam on H, you know, and maybe it's like kind of like make me overthink stuff, make me over emotional at some moment. I don't know, this is something that I actually have to, you know, kind of like step back and kind of like try to find a solution, because I'm so tired of me losing some matches, not in the best way, just because I was over emotional.
Et tout le mérite revient à la Russe, Diana Schneider, qui s'est engouffrée dans la brèche dès qu'elle a vu qu'Aryna Sabalenka était un peu moins bien. Autant elle n'arrivait pas à imposer son jeu pendant un set et demi, autant dès qu'elle s'est retrouvée dos au mur, elle a réussi à hisser son niveau de jeu. Comme elle était largement menée au score, elle a commencé à se libérer, elle frappait plus fort, elle trouvait plus de profondeur, elle faisait bien bouger son adversaire avec ses coups droits le long de la ligne notamment. Non, elle a vraiment très bien géré. Et pourtant, quand on regarde un petit peu ses statistiques, c'est pas elle qui a fait la meilleure saison sur terre battue. Loin de là, elle a été sortie au deuxième tour à Stuttgart, elle a été sortie au deuxième tour également à Madrid et pareil au Masters 1000 de Rome, deuxième tour éliminée par Naomi Osaka. Donc elle est arrivée à Roland-Garros sans véritable repère et là, la voilà en demi-finale. Elle y a cru vraiment jusqu'au bout. Par contre, du côté d'Aryna Sabalenka, eh bien, elle avait disputé 5 des 6 dernières finales des tournois du Grand Chelem. Ça fait 2 ans qu'elle n'avait pas été éliminée en quart de finale d'un tournoi majeur, 2 ans et demi qu'elle n'avait pas encaissé un 6-0. Donc on comprend évidemment tout son dépit à la numéro 1 mondiale. En même temps, moi ce que j'ai pas compris, c'est l'attitude sur le terrain. Dès qu'elle a perdu le deuxième set, elle était en train de pester sur sa chaise, elle n'a pas essayé de se remobiliser, elle est restée vraiment enfermée dans cette mauvaise attitude, ce mauvais langage corporel et ça l'a fait sombrer plus qu'autre chose. Alors ce n'est pas une image évidemment à montrer en tant que numéro 1 mondial à tous les jeunes qui la prennent en exemple parce que c'est une guerrière, parce que c'est une fighteuse. Là pour le coup, elle a vraiment, elle se battait contre elle-même, elle se battait avec son clan, elle n'a aucun moment essayé de se dire bon, je me refocalise, je rejoue point par point, je montre un langage corporel positif et j'y vais. Elle a laissé filer, elle va certainement avoir beaucoup de regrets évidemment, Sabalenka, si elle décide de ne pas arrêter le tennis. Je rigole mais ça n'a rien de comique, mais c'est vrai que ça nous arrive tous, à nous amateurs aussi, de dire bon maintenant j'arrête, je vais aller jouer à la pétanque. Et bien voilà, comme quoi il n'y a pas qu'à nous que ça arrive et c'est la première fois que Diana Schneider élimine une numéro 1 mondiale, donc la performance est vraiment extraordinaire. C'est évidemment son meilleur résultat dans un tournoi du Grand Chelem puisqu'elle n'était jamais allée plus loin qu'un 8e de finale, c'était à l'US Open. Au prochain tour, elle affrontera une autre gauchère, elle retrouvera Maja Swialinski, la surprise, l'autre surprise de ce Roland-Garros 2026 parce que oui, le conte de fées se poursuit pour cette Polonaise de 24 ans, 114e joueuse mondiale et issue des qualifications pour son tout premier Roland-Garros. Elle a écrit un nouveau chapitre de sa formidable épopée en rejoignant les demi-finales ce matin. Elle a éliminé la Russe Anna Kalinskaya 7-6, 6-3. La Polonaise menait 5-1 dans le premier set, service à suivre avant de laisser son adversaire revenir et forcer le tie-break qu'elle a remporté. Dans la deuxième manche, Swialinska a réussi à mener rapidement de 2 breaks et à conclure sur sa première balle de match. Et Swialinska, quand on la regarde jouer, parce que j'ai eu la chance d'assister à son match contre Elise Mertens au deuxième tour, eh bien, elle a une palette de coups assez impressionnante, complètement improbable. Elle sait mettre tous les effets dans ses coups, beaucoup de slice, des coups droits très bombés en hauteur, des coups imprévisibles, le maximum qu'elle puisse réaliser finalement du haut de son 1m65. Mais c'est déroutant et ça perturbe les adversaires en face d'elle. D'ailleurs, lorsque j'ai croisé Elise Mertens il y a quelques jours et que Swialinska avait éliminé Maria Sakkari, je lui ai demandé à Elise si elle était étonnée de voir que cette Polonaise franchissait les tours comme ça et se retrouvait en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Je vous propose d'écouter ce qu'Elise Mertens m'a répondu. Ouais, j'ai vu. J'ai pas vraiment allé voir le match. J'ai pas vraiment vu le match parce que j'ai joué aussi à ce moment-là. Mais ouais, je suis pas choquée qu'elle a gagné. Elle a une bonne joueuse certainement sur terre, avec les balles si haut, si loupées, avec le spin, tout ça, elle bouge bien. Donc ouais, on verra. Et décidément, Elise Mertens, elle a l'air de tomber contre des révélations qui créent des exploits. L'année passée, elle avait aussi perdu au premier tour, cette fois contre Loïse Boisson, avant que la Française aille jusqu'en demi-finale. Et cette fois, eh bien, elle est tombée sur Swialinska qui a atteint le mois dernier le 114e rang mondial du classement WTA, son meilleur classement en carrière, mais qui est assurée d'entrer dans le top 30 mondial pour la première fois lorsque le nouveau classement sera publié la semaine prochaine. Imaginez-vous quel bond, 120 places au classement mondial. La Polonaise n'avait jamais battu de joueuse du top 50 avant ce Roland-Garros, mais sa victoire contre Kalinskaya était sa 3e victoire contre une joueuse du top 50
en 2 semaines, après celle contre Elise Mertens, je vous le disais, et Maria Sakkari. C'est la 2e demi-finaliste la moins bien classée dans l'histoire de Roland-Garros et la 4e polonaise à atteindre une demi-finale de Grand Chelem. Maja Swialinska, qui n'avait eu comme expérience en Grand Chelem qu'un premier tour à l'Open d'Australie en 2025, elle la voilà désormais en demi-finale de Roland-Garros. C'est la 2e fois dans l'histoire du tournoi qu'une joueuse issue des qualifications se hisse jusqu'en demi-finale. La première, c'était Nadia Podoroska en 2000. Et chez les hommes, eh bien, faut-il vous le rappeler, le seul à avoir réussi cet exploit, c'est Philippe de Hulf en 1997. Et on s'en souvient tous, enfin moi personnellement, puisque c'est le seul examen de passage que j'ai eu dans ma vie. En chimie, ce jour-là, j'avais regardé l'exploit de Philippe de Hulf qui s'est qualifié pour la demi-finale. Il a finalement perdu contre Guga, contre Gustavo Kuerten, qui avait remporté le tournoi cette année-là. Donc, une très belle histoire pour la Polonaise Swialinska, qui a connu des moments très difficiles récemment. Elle expliquait sur le plateau de France Télévisions qu'elle avait connu 3 ans de dépression, parce qu'elle expliquait que ce métier de joueuse de tennis professionnelle était très exigeant, qu'on demandait d'eux d'être des adultes alors qu'ils n'étaient que des adolescents, et que c'était compliqué à gérer. Donc elle avait eu besoin de prendre du recul, de se recentrer sur elle-même et de faire la distinction entre Maja Swialinska, la joueuse de tennis, et Maja Swialinska, la personne, et qu'il lui avait fallu un petit peu de temps et de prendre de la maturité pour se rendre compte de tout ça. Et c'était vraiment un très beau témoignage. Elle a aussi expliqué qu'elle ne s'attendait évidemment pas du tout à se retrouver en 2e semaine d'un tournoi du Grand Chelem, et donc que toute son équipe n'avait pas de moyens de rester à Paris parce que c'est très cher de supporter des nuits d'hôtel pour son équipe. Et donc, il y a un sponsor en Pologne qui a pris en charge les frais, parce que elle dit on reçoit le chèque, mais le chèque on le reçoit après, et donc c'est un sponsor polonais qui lui a prêté de l'argent pour qu'elle et son équipe puissent loger aussi longtemps à Paris. Ce sont des histoires vraiment fabuleuses qui émanent évidemment de ces surprises en Grand Chelem. Donc voilà, une belle découverte, cette Swialinska. Et donc le prochain défi de Swialinska, eh bien ce sera Diana Schneider. Alors en bas de tableau, l'autre demi-finale opposera Mira Andreeva à Marta Kostyuk, soit un remake de la finale de Madrid, remportée par Marta Kostyuk. L'Ukrainienne a éliminé sa compatriote Elina Svitolina en 3-7. Svitolina pourtant soutenue par tout le public français, puisqu'elle est mariée à Gaël Monfils, donc elle avait vraiment pu compter sur le soutien du public français, mais malheureusement ça n'a pas suffi. C'est la première fois que Marta Kostyuk parvient à se qualifier pour la demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Par contre, elle brise le rêve de Svitolina, qui à 31 ans voulait absolument essayer d'atteindre sa première demi-finale en Grand Chelem. Et Kostyuk, c'est une joueuse qui était très forte jeune, à l'âge de 16 ans, mais c'est seulement maintenant qu'elle arrive à son pic. Elle a été blessée ici en début d'année à l'Open d'Australie, blessée à la cheville. Elle n'a pas pu beaucoup jouer, elle n'a pas joué pratiquement pendant 10 semaines, et depuis qu'elle est revenue sur terre battue, eh bien, elle gagne tout. Elle a gagné le WTA 125 de Rouen, ensuite elle s'est imposée à Madrid, au WTA 1000 de Madrid, et là elle reste sur une série de 16 victoires consécutives, un exploit qu'aucune joueuse classée au-delà du top 10 mondial n'avait réussi depuis Justine Henin en 2005. En 8e de finale, elle s'était imposée en véritable patronne face à Iga Swiatek, 4 fois vainqueur à Roland-Garros. Elle a d'ailleurs un peu gâché l'anniversaire de la Polonaise dimanche. Alors, je vous le disais, Marta Kostyuk, elle jouera contre la Russe Mira Andreeva, 19 ans, qui se qualifie pour une nouvelle demi-finale 2 ans après avoir atteint sa première demi-finale à Paris. En quart de finale, Mira Andreeva a éliminé Sorana Cirstea, 36 ans, la Roumaine. C'était d'ailleurs la plus grande différence d'âge dans un quart de finale de simple féminin en Grand Chelem depuis la rencontre entre Martina Navratilova et Jennifer Capriati en quart de finale de Wimbledon en 1991. Andreeva a largement dominé son adversaire. Il ne lui a fallu que 56 minutes pour battre Cirstea 6-0, 6-3. Sous le toit du cours Philippe Chatrier, Andreeva a démarré sur les chapeaux de roue. Elle n'a concédé que 9 petits points lors des 6 premiers jeux et n'a laissé à Cirstea ni balle de jeu ni balle de break, en remportant le premier set 6-0. Après, elle a réussi à breaker et à s'imposer donc 6-0, 6-3. Mira Andreeva a déclaré avoir disputé l'un de ses meilleurs matchs depuis le début du tournoi. Donc Kostyuk, Andreeva, Schneider, Swialinska, c'est l'affiche des demi-finales dames qui se joueront ce jeudi. Si vous avez pronostiqué ça, eh bien franchement, je voudrais vous rencontrer, parce que je crois que
personne n'aurait pu s'attendre à des demi-finales comme celle-là. C'est amusant, c'est ça qui fait aussi la beauté de ce sport, la beauté de ce Roland-Garros-ci. Ce qui est sûr, c'est que ce sera une vainqueur complètement inédite dans ce Roland-Garros 2026. Chez les hommes, les demi-finales seront tout aussi improbables que chez les femmes puisqu'il ne reste plus qu'un seul membre du top 10 parmi les 4 derniers noms dans le tableau masculin, c'est Alexander Zverev. L'Allemand a donc une voie royale pour aller chercher ce grand chelem derrière lequel il court depuis plus de 10 ans. Mais attention, parce que pour espérer disputer la finale, il devra d'abord écarter Jakub Mensik. Ce Tchèque de 19 ans est devenu le premier joueur né après 2004 à atteindre une demi-finale de grand chelem. Il s'était révélé au grand public sur dur l'année passée, Jakub Mensik, avec une victoire extraordinaire en Masters 1000 en finale à Miami face à Novak Djokovic. Mardi soir, Jakub Mensik s'est montré très impressionnant en quart de finale face au chouchou du public, le Brésilien João Fonseca, avec une victoire en 3 petits sets, une fin de match absolument magnifique. Il faudra voir par contre s'il a complètement récupéré physiquement Jakub Mensik de tous ses efforts de la quinzaine, parce qu'il a bataillé 5-7 en huitième de finale face à Andrei Rublev. Et puis, il y a eu ce thriller au deuxième tour dans la canicule face à l'Argentin Navone, dont Mensik est ressorti en chaise roulante, perclus de crampes. Il était au sol pendant plusieurs minutes après la balle de match. Zverev, lui, a clairement laissé beaucoup moins d'énergie sur le court. Il n'a lâché qu'un seul set sur son tournoi. C'était face à Quentin Halys. Zverev et Mensik se sont rencontrés une seule fois sur terre battue. C'était il y a quelques semaines à Madrid. Et c'est l'Allemand qui s'était imposé en 3-7 très serrés. Donc ça promet une très jolie demi-finale. L'autre demi sera 100% italienne. Elle opposera Flavio Cobolli à Matteo Arnaldi, tombeur de Raphaël Collignon au troisième tour et qui a profité de l'abandon de son compatriote Matteo Berrettini mercredi soir. Arnaldi menait 7-5, 5-2 dans cette night session après près de 2 heures de jeu lorsque Berrettini a dû jeter l'éponge. Il a d'abord demandé un temps mort médical et puis il est parti au vestiaire et n'a pas pu continuer, visiblement touché à la jambe gauche. Il est décidément maudit par les blessures. Matteo Berrettini, finaliste de Wimbledon en 2021. Depuis le début de sa carrière, il a souvent dû abandonner. Déjà à l'US Open en 2023, il avait dû jeter l'éponge. Ici à Roland-Garros, ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas pu disputer ce tournoi parce qu'il était chaque fois blessé et pourtant il était en quart de finale pour la 2e fois de sa carrière dans ce tournoi. Donc c'est vraiment malheureux de voir une nouvelle fois Matteo Berrettini s'en aller comme ça et il l'a dit en conférence de presse, j'en ai assez de devoir chaque fois abandonner pour des raisons médicales. On peut le comprendre, quand le corps vous trahit, c'est vraiment très compliqué pour un athlète de haut niveau. Et pour sa première demi-finale en Grand Chelem, Matteo Arnaldi rencontrera son compatriote Flavio Cobolli, 14e mondial. Cobolli a battu le Canadien Félix Auger-Aliassime, 6e mondial. Une victoire en 4-7, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Pour leur premier quart de finale, Cobolli et Auger-Aliassime se sont livrés à un combat qui avait très bien débuté pour le Canadien, vainqueur de la première manche, 6-4, mais au milieu du deuxième set, alors qu'il menait 3-1, la machine s'est un peu enrayée et Félix Auger-Aliassime est apparu moins précis, moins incisif, avec son gros coup droit qui avait pourtant impressionné dans le premier set. Une fois que Cobolli est revenu à un set partout, il a repris confiance et il est monté en puissance au fur et à mesure du match. Il a vraiment mieux géré les moments importants et du coup, il a pris un gros avantage psychologique. Dans la troisième manche, par exemple, Auger-Aliassime a eu 7 balles de break en sa faveur et il n'a réussi à en convertir aucune. Donc il est passé à côté de ce quart de finale, Félix Auger-Aliassime, et exactement comme Aryna Sabalenka, il était complètement défait en conférence de presse. Pour saisir des opportunités comme celle-là, tu dois bien jouer au tennis. Tu dois être un meilleur joueur de tennis. Puis j'ai pas été à la hauteur aujourd'hui, donc oui, il y a des opportunités. Chaque tournoi est une opportunité. Puis après une saison de terre battue décevante, j'ai essayé de me ressaisir ici. J'ai gagné des matchs, mais malgré tout, quand je regarde la saison de terre battue, j'ai pas progressé comme je le voulais ou comme je l'avais anticipé par rapport à ce que j'ai appris les saisons précédentes. Donc maintenant, il y a encore du tennis à jouer. Je vais essayer de continuer à m'améliorer sur cette année, mais je suis pas satisfait d'où j'en suis. Je sais pas, je deviens moins patient avec les années, je pense. Je pense que vous me connaissez depuis quelques années déjà, mais j'aurai 26 ans cette année, puis je progresse pas comme je veux, donc c'est pour ça que je suis pas bien, quoi. J'ai besoin de temps. J'ai pas une semaine,
pour clarifier mes idées et savoir comment me projeter sur la suite de mon année et la suite de ma carrière. Sale journée pour Félix Auger-Aliassime, Marina Sabalenka, Matteo Berrettini, tous au plus bas à la sortie du terrain. Et donc ce jeudi, place aux demi-finales dames et vendredi, les demi-finales hommes. Et encore un petit mot par rapport à cette demi-finale inédite Arnaldi-Cobolli. L'année dernière, Matteo Arnaldi avait été éliminé au deuxième tour par justement Flavio Cobolli. Donc il va essayer de prendre sa revanche. Et ce qui va surtout peser pour Arnaldi, c'est son état physique. Il a passé 19h42 sur le court depuis le début de la quinzaine, soit le temps le plus long pour atteindre les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem. Donc il ne sera pas frais, même s'il a bénéficié de l'abandon de Matteo Berrettini. En tout cas, son tournoi, il est plus que réussi puisqu'il va gagner 51 places au classement mondial lundi prochain. Arnaldi sera 34e. Évidemment, nous, en tant que Belges, on ne peut pas s'empêcher de penser ce qui se serait passé si Raphaël Collignon avait remporté ce 4e set face à l'Italien. Peut-être serions-nous encore à Paris, peut-être serions-nous encore en train de rêver, mais si, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, c'est à propos. Donc, on va essayer de mettre ça hors de notre tête. C'est ici que je clôture ce podcast spécial post-quart de finale. Merci beaucoup de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. On se retrouve après les demi-finales pour faire le débrief. J'espère que vous aurez l'occasion de suivre ça. Passez une excellente journée. À très bientôt. Ciao.